Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une autre invitée spéciale qui est Émilie. Bonjour! Et nous revenons pour vous faire cette fameuse vidéo que je vous ai promis sur l'Assassin Royal tome 1, avec notre spécialiste du jour qui a lu, enfin presque tout lu. Oui, c'est vrai. Robin Hood Forever, n'est-ce pas? Voilà. Avec le refrain, on ne voit rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, si tu veux bien te présenter un tout petit peu, parce que tu as un compte Instagram que tu alimentes quand Oui. tu as le temps sur la fantasy et sur la littérature, c'est Régal Livre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi vite fait? Alors, oui, bien sûr. Donc, comme Michaela vous a dit, je m'appelle Émilie. J'ai eu 30 ans cette année. Donc, je suis plus ou moins de la même génération que Rémi de la précédente vidéo. Mhm. Donc, c'est vrai que je suis tombée, tout comme lui, dans la fantasy très, très jeune. Je devais avoir... au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours lu plus ou moins de la fantasy. Mais j'ai vraiment, vraiment commencé à lire de la fantasy et du fantastique quand j'avais 12-13 ans. Et pour la petite anecdote, à l'époque, ce qui m'a vraiment lancée dans la littérature fantastique fantasy, c'était Entretien avec un vampire d'Anne Rice que ma meilleure amie, mon amie d'enfance, m'avait prêté. Ok. Et de ce fait, après, ça n'a fait qu'enchaîner. Forcément, j'ai grandi avec les Harry Potter. J'ai Mhm. connu l'engouement qu'a eu Harry Potter à chaque sortie de livre où il y avait la queue énorme dehors devant les librairies, où les gens campaient devant les librairies pour avoir son tome d'Harry Potter. Ça, je l'ai connu, je l'ai vécu. Voilà, forcément, Harry Potter a fait partie aussi de ma vie. J'ai connu les Pierre Bottero aussi à l'époque où c'est sorti, les Lana, la quête des Willan. Ce qui m'a vraiment aussi lancé à un moment donné, c'était Terry Goodkind avec L'épée de vérité, qui est quand même un livre qui est quand même très noir, malgré tout. Ouais. Pas se mentir, c'est très, très, très brutal, mais j'ai adoré et ça a vraiment signé mon entrée dans la fantasy adulte. Et c'est après que j'ai connu Robin Hobb, qui est devenue mon autrice favorite de tous les temps. Je regrette tellement de l'avoir ratée au festival Troll et Légendes il y a quelques années, parce Oh que non. ça, franchement, c'était le grand dame de ma vie. Mais voilà, mais sinon, effectivement, ça fait ouais, plus de 15 ans, quasiment 20 ans que je lis aussi de la fantasy. Donc voilà. Du coup, je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'avant avec Rémi, mais que ce soit toi ou Rémi, on échange très très souvent sur Instagram. En fait, c'est C'est comme vrai. ça que je vous ai connus tous les deux. Et on discute ensemble très souvent et on échange. Et au final, c'est super d'avoir comme ça des invités qui viennent. D'ailleurs, je dis ça comme ça, je le place, mais bon, j'ai un petit peu poussé Michaela à lire l'Assassin Royal en lui offrant notamment le tome 2, parce que elle avait le tome 1 et le tome 3, mais pas le tome 2. Et oui, du coup, c'est le seul qui est pas jaune en fait. Je le disais Donc, avant. je me suis dit, si elle a le tome 2, du coup, elle a plus le choix que de le commencer. De toute façon, il me le fallait, ça c'est clair. Voilà. Donc, Mais au je te remercie. moins, je t'ai poussé dans la lecture. Et justement, parlons un petit peu de comment est-ce que tu es entré en contact avec l'univers de cette autrice et également qu'est-ce qui t'a tant plu pour que ça devienne ton autrice préférée. Bon, disons que c'est vrai que ce qui a fait que j'ai énormément... En fait, il y a eu une espèce de gradation, en fait, avant d'arriver sur Robin Hobb. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais lu Eragon de Christopher Paolini et je me suis dit, oh, c'est génial, c'est trop bien, j'ai trop adoré et tout. Après, j'ai lu L'épée de vérité de Terry Goodkind et je me suis dit, ouais, mais non, en fait, Eragon, c'est nul. Bah, J'ai l'impression d'être passée par là aussi. voilà, Eragon, littérature jeunesse, écrit par un gamin de 15 ans à l'époque, hein, faut le remettre en contexte aussi. Ouais, ouais. Et derrière, je passe à du Terry Goodkind, fantasy vraiment adulte, extrêmement noire, extrêmement violente. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la personne avec qui j'étais à l'époque lisait justement L'Assassin Royal, m'a dit il faut absolument que tu les lises, ils les avaient tous. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à les lire. Je sais pas, c'est la façon d'écrire de Robin Hobb qui m'a énormément plu, la façon de traiter son univers, ses personnages
qui m'a énormément plu, en fait. Et j'ai passé littéralement toute une année entière à ne lire que du Robin Hobb. Donc, je me suis enchaînée l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, plus la deuxième partie de l'Assassin Royal, parce que j'ai fait le choix de le lire dans l'ordre préconisé par l'auteur pour les lire. Tu as la première trilogie, ensuite tu as Les Aventuriers de la Mer, puis ce qu'on appelle la seconde époque, ils ont appelé première époque, seconde époque sur les intégraux de J'ai lu. Voilà, c'est tout cet univers, la manière de traiter les personnages et certains sujets qui m'ont tellement hypé. Ouais. Donc voilà. Ok, bah écoute, on va justement en rediscuter dans un petit moment. Mais avant, on va juste faire un petit synopsis pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore lu le premier tome de l'Assassin Royal, donc l'apprenti assassin. Je confonds toujours entre le titre de la saga et le titre du bouquin. Et bah écoute, moi ce que je connaissais de base avant de me lancer dans la lecture, c'est que c'était donc l'histoire d'un jeune garçon qu'on va suivre et qui va grandir, hein, ça j'avais bien retenu, et qui va commencer cette espèce de quête initiatique, comme on l'a dit, où il va se développer, il va apprendre des choses, il va être confronté à des situations assez difficiles, en tout cas au début, et il va s'accomplir, s'affirmer. Dans ce premier tome, on suit surtout sa jeunesse et le début de son adolescence, j'ai l'impression. Je crois qu'il s'arrête à quoique 16 ans peut-être, j'ai un doute. Et puis il évolue dans cet univers où il y a un système de magie autour du vif, c'est ça? Ouais. J'ai les termes en anglais du coup. Donc, mais oui, non, c'est bien ça. Je sais pas, ça se dit comment en anglais? Comment ils l'ont appelé? C'est skill. S-K-I-2-L. Ouais, ok, d'accord. C'est plus la compétence en fait qu'ils appellent ça du coup. Exactement, en anglais, ouais. Où ça a été traduit avec le terme le vif, effectivement. Donc il y a le vif, il y a tout un système politique établi, il y a un vrai continent, une map des différentes régions, différentes cultures quand même. Donc c'est un monde assez complexe. Et on va suivre ce personnage Fitz grandir dans ce contexte-là et apprendre à devenir un assassin, d'où le titre, je pense. Oui, exactement. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'Assassin Royal, du moins la première époque, c'est vraiment une grosse introduction à tout l'univers de Robin Hobb parce que ça s'inscrit vraiment dans un cycle plus large qui comprend donc du coup l'apprenti assassin, donc l'assassin royal première époque. Il y a les aventuriers de la mer qui se passent exactement dans le même univers et la cité des anciens. Et en fait, c'est toute une suite logique. Et la fin de la première époque de l'Assassin Royal annonce des choses énormes pour la suite et ça prend vraiment tout son sens après dans la suite dans les aventuriers de la mer et la cité des anciens et on comprend effectivement tout l'enjeu et ce qui se passe réellement dans l'univers de Hobb et c'est ça qui est super bien et je pense que il faut vraiment s'accrocher. Je sais que Robin Hobb a une manière d'écrire qui est assez lente. C'est très descriptif. C'est même parfois contemplatif dans un sens. Mais ça en vaut tellement le coup, en fait, pour tout le suspense qu'il y a et tout ce qu'on sait à la fin. Voilà. C'est aussi pour ça, en fait, que j'adore Hobb. C'est qu'au bout d'un moment... on a envie de connaître la suite. Non, il faut lire l'Assassin Royal. Oui, on va. Alors, moi c'est fait, hein, il faut que je continue. Mais c'est vrai que c'est quand même un pilier de la fantasy. Donc, on va parler un petit peu de ce qu'on en a pensé sans spoiler. On reviendra avec des spoilers plus tard. Mais c'est vrai que c'est un pilier de la fantasy et c'est une bonne histoire. Il y a de belles choses, il y a un univers complexe. Bien étoffé quand même, et comme tu le dis, on va en découvrir beaucoup plus par la suite. Là, on effleure, je pense, que le début, hein, donc que la surface. Alors, tu sais ce que j'en pense. Je t'ai déjà plus ou moins un petit peu teasé les aventuriers de la mer et la cité des anciens, qui est juste, à mon sens, énorme. En fait, rétrospectivement, je me dis, quand j'y repense, que j'ai quand même préféré les aventuriers de la mer à l'Assassin Royal, mais
Parce que voilà, en fait, c'est vraiment la suite où, enfin, la suite, c'est dans une autre partie de la map avec d'autres personnages, mais c'est vraiment, entre guillemets, l'aboutissement de tout l'assassin royal qui vous annonce des choses, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Et pour ce qui est de l'assassin royal, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment... si vous aimez justement suivre un personnage tout au long de sa vie, et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est de voir l'évolution physique, morale, psychologique de Fitz tout au long des tomes, et de voir comment il est au départ. Parce que je ne sais plus si c'est noté dans le résumé. Ouais, du premier tome, tu dis? Ouais, voilà. Bâtard du prince chevalerie, le jeune fils grandit dans l'ombre de la forteresse de Castelcerre, etc. Donc, c'est vraiment déjà un personnage qui est déprécié par la société. C'est un bâtard, c'est pas une position qui est enviable. Et on va vraiment le suivre tout au long de ses tomes, tout au long de sa vie. Le voir passer, avoir ses premiers amours, ses premières déceptions, ses premiers drames. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant et ce qui fait que on s'attache en fait au personnage. Même si je sais que toi, selon ta dernière vidéo, tu disais que tu avais eu du mal à t'attacher à lui parce que au niveau du point de vue, tu n'avais pas l'impression qu'on puisse s'y attacher. Bah, c'est pas qu'on puisse s'y attacher ou pas, c'est juste que je le voyais comme un point de vue très distant, tu sais. Ouais. Mais comme je le disais, c'est la forme, je pense, qui veut ça, parce qu'on a un Fitz sûrement beaucoup plus vieux qui est en train de raconter son enfance. Et du coup, il y a comme un espèce de décalage qui fait que tu n'arrives pas à vraiment ressentir les choses en même temps que le personnage. Tu vois, il y a un espèce de recul. Après, c'est très justifié par la forme, tout simplement. Oui. Mais là, c'est vraiment... je pense que c'est la première époque vraiment qui veut ça, enfin le premier cycle qui veut ça, parce que... et d'ailleurs, j'allais dire fun fact, mais non, pas vraiment. Mais en gros, Robin Hobb avait prévu seulement d'écrire la première trilogie de l'Assassin Royal et ne comptait pas réécrire derrière, en fait, sur Fitz. Okay. Et pour dire à quel point ce personnage, je pense, a dû la toucher et qu'elle a dû tellement aimer l'écrire, c'est que, bon, après, elle a écrit Les Aventuriers de la Mer. Et après, elle s'est décidée à écrire une suite à l'Assassin Royal plusieurs années plus tard, où Fitz est plus âgé. Et donc, du coup, on voit la suite de ses aventures plusieurs années plus tard, après Les Aventuriers de la Mer, etc. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Mais à la base, cette suite, elle n'avait pas prévu de le faire. Et tout comme maintenant, on a Le Fou et l'Assassin, et je pense qu'elle n'avait pas non plus prévu de le faire. Ouais. Donc, elle revient sans cesse, en fait, sur Fitz Chevalerie, avec les personnages qui sont emblématiques, hein, Le Fou, Œil de Nuit, etc. Enfin, on en parlera. Un personnage que j'adore, mais oui, et c'est ça la force aussi de ce roman, c'est que Hobb, elle a vraiment pensé, je pense qu'elle a dans la peau cette histoire et ce personnage, et du coup, elle a donné vraiment tout son corps et son âme dans ce personnage, et c'est ça qui est super bien. Et puis comme je le disais dans ma vidéo, c'est vraiment, je pense, parce que le fait que j'ai aimé plus ou moins le personnage, ou que j'ai eu de la peine en fait à ressentir ce qu'il vivait, je pense que c'est simplement dû au fait que j'ai eu le contraste, le nom du vent et l'apprenti assassin, parce que c'est le même type d'histoire, mais fait d'une façon tout à fait différente. Et je pense que si j'avais pas eu ce contraste, peut-être que j'aurais apprécié un peu plus. Je pense que c'est juste comme tu le disais tout à l'heure, c'est un contexte de lecture aussi qui est très important et qui va dépendre, après c'est valable pour tous les livres que tu lis, mais ça dépend du contexte, dans le mood dans lequel tu es, tu vas ressentir plus ou moins des choses différentes, tu vois. C'est vrai. Et moi, pour le coup, c'est vrai que l'Assassin Royal est arrivé à un bon moment de ma vie, concrètement, qui m'a fait ressentir énormément de choses. J'ai littéralement pleuré sur certaines scènes, j'ai littéralement rigolé à haute voix sur certaines scènes, et c'est de mémoire, honnêtement, de toute ma vie de lectrice, je crois que c'est le seul où je revois la scène où j'étais dans mon lit avec ma petite lumière au-dessus et que j'ai vu
certaines scènes dans ce livre et que je me revois mais pleurer vraiment à chaudes larmes, mais parce que j'étais tellement à fond dedans, quoi, que voilà. Et je peux le dire, oui, clairement, c'est le seul livre de toute ma vie qui m'a fait ça. Clairement. Et c'est beaucoup lié à un contexte de lecture. Et c'est vrai que j'avais commencé à lire Le Nom du Vent. Mhm. Et c'est vrai que c'est différent. Mais je crois que Le Nom du Vent est plus récent malgré tout que Robin Oui, oui, Hood. oui, ça, de toute façon, je crois que c'était 2010, 2007, je sais Ouais, plus, que dans ces Robin eaux-là. Hood, c'est sorti dans les années 90, il me semble, Oui, hein. oui, non, c'est vrai que c'est deux livres qui sont très éloignés, non seulement dans le temps, mais aussi dans la façon dont ils approchent ce récit de vie. Mais c'est juste Mm, que c'est deux styles différents. c'est Et puis ça. comme je les ai eus les uns après, enfin, et comme je les ai eus l'un après l'autre, et ben, ça a vraiment. Oui, du coup, tu as eu deux types, deux histoires assez Ouais. similaires dans la narration, etc. Et donc, du coup, ouais, ça, c'est vrai que... Mais autrement, j'ai adoré l'univers, l'intrigue politique, parce que je trouve que c'est vraiment bien ficelé. Il y avait par moments des tensions intéressantes Mm. avec la succession. On en reparlera dans les spoilers, mais juste des intrigues qui tenaient la route. Et au-delà de ça, bah, juste d'autres personnages. Alors pour le coup, je me suis plus attachée aux personnages secondaires. Oui, oui, par exemple, il y a Burich, Oui, Burick, ah, ouais. Moi je disais, ouais, que Burich. moi, c'est un personnage que j'adore aussi, vraiment. Et c'est vrai qu'on s'y attache aussi beaucoup, en fait. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même plein d'éléments. Après, c'est comme je dis, hein, c'est le premier tome, vraiment le premier tome, L'apprenti assassin, et c'est toujours aussi le premier tome en version française. C'est vraiment ça pose simplement l'univers et les personnages. C'est vraiment une très très grosse introduction. Il se passe pas forcément énormément de choses non plus, mais Mhm. ça pose les bases, quoi. Ouais. Et il faut que tu lises la suite. Oui, non mais je le ferai, promis, je sais pas encore quand, parce que là, je me suis prévu Oui, oui, oui. les Brandon Sanderson, Les là. Brandons, hein. Ah oui, Mais non, comme non, dirait Fabio, c'est ça, les Brandons. les Brandon, pour les intimes. Hein. Et, et du coup, effectivement, je vais lire à la suite. J'ai quand même envie de savoir où ça va aller. J'ai envie de suivre Fitz, malgré tout, dans ces années un peu plus mûres et matures, pour voir comment ça va évoluer. Non, mais t'inquiète, j'ai déjà ma technique pour te faire continuer la lecture. Euh, je te dis, autant que je lui offre le premier tome des Aventuriers de la Mer, tu vois. Comme ça te obligera. J'avoue que du coup, je me sentirais un peu. Non, mais. Exactement. Non, Ça mais peut être une technique. en plus, ils sont magnifiques. Hein. Franchement, cette édition, en tout cas, les éditions Ouais, c'est Goldman, vrai. j'ai jamais vu les françaises de près, mais Tu celles-ci, elles sais sont. d'ailleurs que là récemment, ils ont réédité une version collector de l'Assassin Royal qui est absolument juste magnifique, mais qui coûte une couille. Mais en anglais, tu dis? Ouais, en Ouais, anglais. je l'ai vu. Elle est Oui, noire et puis il y a des. Ouais, je l'ai vu passer. oui, Elle est elle belle. est trop trop belle. Et limite, j'ai envie de l'acheter, quoi. J'ai déjà, j'ai déjà tous les intégraux en France et tout, mais elle est trop belle cette édition. C'est quand Mais ton anniversaire? euh, je te le dirai pas. Euh, mais oui, donc effectivement, je vais continuer à lire ces livres-là parce que, bon, on n'en a pas parlé encore, mais il y a le système de magie, enfin oui, on en a parlé, mais vaguement, Oui, qui est hyper intéressant, cette espèce de télépathie quelque part. oui, et ce que j'aime bien en fait, c'est que bon, c'est une magie qui est. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça de la magie? Parce que même eux ne considèrent pas ça comme de la magie, mais plus. Bah, c'est pour ça peut-être que c'est le mot en anglais, c'est skills. C'est vraiment une compétence dans un sens, mais c'est très très light. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a vraiment un rapport avec la nature. Et il y a tout un rapport à la nature qui est hyper important chez Robin Oui, Hobb. Et c'est ça que j'aime énormément aussi. ouais. Ne Oui, serait-ce oui. que par la présence des animaux et le fait que Fitz puisse justement, dans un sens, être lié à eux et communiquer, entre guillemets, Mhm. avec eux, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Et si vous êtes comme moi, que si
les pires atrocités à un humain lui arrivent, vous en avez rien à foutre, mais que dès que ça arrive à un animal, vous êtes là à sortir les mouchoirs et à dire non, pas le chien, non, pas le chat. Non, mais c'est toujours les chiens, que ce soit dans les livres, dans les films, c'est toujours les chiens. Oui, je voulais rebondir sur le fait que tu parles de la description, de la nature, comme ça, de ce lien. Effectivement, ça, c'est des moments que j'ai, par exemple, adoré. On en reparlera plus spécifiquement dans la partie où il y aura des spoilers, mais il y a plein d'endroits où tu as l'impression de sentir le vent, cette Ouais. humidité, tu sais, ils sont quand même dans une espèce de ville qui est sur... je Une crois qu'un colline, hein. colline. Enfin, c'est sur, oui, la côte, et puis tu as vraiment la colline. En fait, le Voilà. paysage, dans un sens, me fait penser un petit peu à moi, ma région, Ah bon bah. tu vois, où de fait, je m'imagine bien, ou même, tu sais, les côtes de la Bretagne, où tu as vraiment des apics, etc., avec l'océan, la mer, et c'est vrai d'ailleurs, océan et mer qui prennent une part vachement importante aussi. Mhm, Euh, et ouais, bah, tout ce qui est la nature, en fait. Et c'est vrai que quand on regarde, le récit prend beaucoup place à l'extérieur mhm. et au Oui. contact de la nature et des éléments. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, c'est vraiment tout ça qui fait que c'est quand même un livre qui se lit de façon très fluide, captivante. Alors, pour moi, le personnage, ça l'a pas trop fait, mais il y a eu plein d'autres raisons qui ont fait que c'était très engageant, tu vois. J'avais envie Ouais. d'en savoir plus, tout simplement, que ce soit sur la région, la map, Ouais, tu sais, t'as l'univers, envie. en fait. Mm. Voilà, tu as envie d'explorer. Et j'en doute pas que par la suite, ce sera peut-être plus facile, en tout cas pour moi, avec Fitz, vu qu'il aura peut-être une meilleure perspective, enfin, un peu de maturité. Ou... Ah oui, oui, et puis je t'ai dit, hein, quand je te dis qu'au départ, elle introduit déjà l'importance de la mer, de la côte, etc. On sait ce que ça introduit, tu vois, par exemple. Donc vraiment, c'est... Alors, comme on le disait, ça repart un peu sur des principes plutôt basiques de la fantasy, mais après, ça va vraiment aborder d'autres horizons avec les aventuriers de la mer, cette espèce de... euh, comment dire, habilité qu'ont les bateaux de penser et tout ça, c'est des choses assez inédites. Donc on a vraiment, je pense, un bon mélange de certains principes et des Ouais. nouveautés. Et c'est ça, c'est pour ça. Si vraiment, faut se dire que vraiment, comme je le répète depuis le début, l'Assassin Royal, c'est vraiment une très grosse introduction qui introduit vraiment l'univers, le système de magie, entre guillemets, parce que bon, c'est pas de la magie pure et dure comme on pourrait avoir des mages, etc., comme les Aes Ouais, Sedai, tu vois, dans, dans Wheel of Time. Je crois que tu m'as perdu ça avec Wheel of Time, je te déteste. Mais, vengeance. non, mais du coup, voilà, c'est pas un énorme système de magie et c'est vraiment très axé sur tous les éléments naturels, la nature. Mhm. Ça prend une place très importante et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Les animaux aussi prennent une part Ouais. importante et c'est ça que j'aime beaucoup. Et non, vraiment, lisez-le. Mhm. Si jamais, un peu à l'instar de Michaela, c'est un peu difficile le premier tome, que vous avez du mal à vous attacher à Fitz, ce que je peux comprendre, et que vous trouvez qu'il y ait des lenteurs, etc. Mais c'est ça aussi qui est bien, en fait. C'est cet état un petit peu contemplatif aussi, cette description qui est hyper intéressante. Les intrigues politiques, les complots politiques, ça, c'est trop bien. Ouais. Et ce n'est que le début. Oui. Ce n'est que le début. Mais la longueur encore, ça m'a pas dérangé parce que moi j'aime bien quand ça va petit à petit, que ça laisse le temps à l'univers de se poser. Donc ça m'a vraiment pas dérangé. Et puis justement, j'allais dire que ça peut être une bonne introduction, je pense. Et elle fait tout tomber. Donc je reprends. Il va falloir un bêtisier à cette vidéo. Oui, vraiment. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne, peut-être, initiation à la fantasy pour les gens qui veulent peut-être commencer. Mm. Parce que c'est pas trop complexe non plus, mais ça va petit à petit, crescendo, je Bah, pense. très souvent, de toute façon, sur tous les groupes sur lesquels je peux être, sur les forums, les blogs ou peu importe, à chaque fois que quelqu'un pose la question, qu'est-ce que vous me conseillez pour débuter la fantasy, à chaque fois, on l'oriente vers l'Assassin Royal de Robin Hobb parce que
Voilà, c'est dans un sens, c'est une base, c'est vraiment un classique de la littérature fantasy, et c'est quelque chose qui est quand même malgré tout très abordable parce que l'univers est complexe, mais sans trop l'être, comme pourrait l'être, je sais pas, un univers de Brandon Sanderson par exemple ou de Wheel of Time, qui est vraiment beaucoup plus vaste et il y a des choses. Moi, honnêtement, par exemple, Brandon Sanderson, j'ai commencé donc du coup. Fils des brumes. Fils des brumes, voilà. Et c'est vrai que le système de magie est difficile à se représenter et à s'imaginer et à s'approprier, en fait, dans un sens que là, c'est quand même beaucoup plus facile d'accès et ça permet aussi d'arriver dans un univers qui est beaucoup plus large avec des choses. C'est subtil, voilà. Ouais. C'est subtil. À Et l'instar du personnage de Subtil dedans, hein, n'est-ce ouais. pas? Mais Mais c'est ça qui est bien. et c'est aussi très bien expliqué, justement, comme tu l'as dit, ça prend son temps et puis ça va construire les choses petit à petit, tandis que par exemple, la Mm. roue du temps, on donne les infos un peu à droite à gauche sans vraiment donner plus d'explications que ça, mais là, je pense que c'est une bonne introduction à la fantasy. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va passer à la partie spoiler maintenant. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore lu ce premier tome, eh bien, vous l'aurez compris, on vous le conseille, on vous le recommande. Ceux qui ont lu, restez avec nous parce que j'ai pas mal de choses à dire. Hein. Euh, Surtout des moments qui m'ont marqué, c'est surtout ça. Et là, elle va démonter le livre. Non, 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 justement pas. Justement pas, c'est vraiment des moments qui pour le coup me sont restés en tête parce que c'était des moments forts et intenses. Je commencerai avec tout simplement le début où on retrouve Fitz alors qui comprend rien à ce qui se passe et qui est du coup abandonné par le père de sa mère aux mains de Burrich justement. Et ça j'ai trouvé ça m'a brisé le cœur. Ouais, c'est vrai que d'autant qu'en plus de mémoire, ça se passe en hiver, il me semble. Oui, Donc il fait froid, ouais. etc. Il est livré à lui-même et il comprend pas ce qui lui arrive et il comprend pas non plus ce que c'est. On lui dit assez rapidement que voilà son père c'est le frère du roi, hein, en gros, Mhm, et il est totalement démuni et il comprend pas ce que c'est que d'être un bâtard et mhm. quelle est sa place d'un bâtard. Bah, il a 6 ans à ce Il a moment-là. 6 ans et en plus c'est très difficile dans le sens où il me semble qu'effectivement au départ on le fait dormir dans les écuries avec les chiens. Oui. Et d'ailleurs, élément très constitutif, c'est ça aussi qui lui permet de développer son vif au départ. Exact. C'est comme ça qu'il se rend compte qu'il est doué du vif. Et très peu de personnes dans le royaume en sont douées. Donc, et c'est ça aussi, c'est un don en fait qui est extrêmement rare dans le royaume. Mhm. C'est Et donc limité, je crois, justement au roi et à son entourage, hein, sauf erreur. ouais, oui, et c'est pour ça d'ailleurs que Fitz en est doué, puisqu'il fait Ouais, partie de la famille royale, même ouais, si c'est un bâtard, il fait quand même partie de la famille ouais. royale. Et tu mettais l'accent sur l'hiver. Alors oui, je me rappelle que c'est en hiver, tu sais pourquoi? Parce que justement, Ouais. les descriptions de Hobbes sont tellement marquantes et bien faites que je me rappelle qu'il décrivait qu'en fait, il n'avait pas de chaussures. Et du coup, Oui, il mettait l'accent sur le fait que il avait froid, qu'il sentait ses pieds humides et tout, ses ouais. habits également. Donc tu vois, C'est comme ça qui c'est est bien efficace. avec Hob, en fait, elle décrit tellement bien que tu arrives quand même malgré tout à ressentir en fait ce que le personnage peut ressentir, même si effectivement, comme tu le disais, il y a une certaine distance par rapport au narrateur et par rapport au récit en lui-même, mais c'est vrai que tu ressens un peu tous ces Mhm. éléments et ces éléments naturels, etc. Et c'est ça aussi qui est bien. Ouais. Et d'ailleurs, dans la suite directe et logique, moi, ce qui m'a énormément manqué, c'est tout un passage du livre, c'est tout son apprentissage en fait pour devenir assassin, parce que globalement, au départ, ils savent pas quoi en faire de ce gamin. Ouais. Parce que son grand-père, du coup, le ramène en disant bon bah voilà, nous on n'en veut plus, c'est le fils du frère du roi, enfin démerdez-vous avec quoi, en gros. Et ils savent pas quoi en faire, clairement. Et c'est de là que part l'idée de se dire ben, on va en faire un assassin. Ouais. Ouais. C'était très Autant intéressant. qu'il soit intéressant et utile, quoi. Voilà, parce que alors je sais pas comment, mais oui, en fait le but c'était de garder, si on veut, Fitz sous la main, pour pas qu'il évolue dans un autre contexte et que par la suite ils veulent prendre le pouvoir parce qu'en Voilà. soi, étant un héritier, même si c'est un bâtard quand même, il a du sang royal et puis il Oui, pourrait contrecarrer les plans du roi. Et ça oui, c'était, c'est c'était, une,
C'est une manière de le garder sous sa coupe et d'éviter que plus tard il réclame le trône ou quoi que ce soit, quoi. Et en plus, je pense qu'il y a toute une partie de réflexion en se disant, bon, il va devenir assassin, il va assassiner des gens. Si lui-même se fait assassiner, bah tant pis, c'est pas grave, ça nous enlève une épine du pied, quoi, dans un sens. Et il le garde sous la main et ça, il le manipule aussi parce que ça le rend très. Il est très jeune déjà, il est très vulnérable et il est naïf. Donc, il est manipulé, même si on se dit, bah, il est dans un château, il a une bonne chambre et tout, parce que justement, au début, il était là, mais je préfère l'écurie parce que je suis dans cette chambre tout seul. Enfin, tu vois, donc, même si c'est une opportunité, il est quand même. Enfin, je sais pas si. Alors, juste en ayant lu le tome 1, je sais pas si les intentions du roi sont si bonnes que ça. J'ai encore des doutes, tu vois. Bah après, c'est les complots politiques en fait qui s'intensifient, etc. Que ce soit avec les autres régions qu'il peut y avoir, ou ne serait-ce entre le roi, son frère, etc. Enfin, tu vois, c'est un melting pot de plein de complots différents. Et Fitz, il est vraiment en plein milieu, quoi. Juste pour revenir sur ça, mais la sensation de froid et tout, donc ça, c'est des choses que Robin Hobb arrive à bien décrire et qui m'est resté en tête parce qu'on, pour le coup, on ressentait la même chose que Fitz, mais il y a d'autres moments justement où c'était, pour moi, c'était vraiment un observateur vraiment qui a pris trop de recul. Et il y en a d'autres où, par exemple, ça c'est un autre moment qui m'a marqué, c'est, tu sais, quand il pense que Shade, alors je sais que c'est pas le même nom en français, c'est Ombre. Ombre, oui. Ouais. Ombre. Quand il pense qu'il a décidé de plus de plus lui enseigner quoi que ce soit, et il pense qu'il a abandonné, tu sais, et il passe des jours, voire des semaines, je crois, sans rien manger. Il est vraiment dans une espèce d'état semi-conscient parce qu'il est tellement dévasté d'avoir été abandonné que. Et puis là, ça aussi, ça m'a marqué parce que je pense que c'est le seul moment vraiment où tu ressens cet état limite dépressif en fait. Mais c'est vrai. Après, j'avoue, c'est vraiment. Moi, tu vois, c'est rigolo parce que à l'époque, j'ai pas forcément ressenti ce que toi t'as ressenti, c'est-à-dire la hauteur, tu sais, que prend le narrateur par rapport à l'histoire. Je l'ai pas forcément ressenti, tu vois. Mais ça, je suis sûre que c'est le nom du vent qui a fait ça. Je suis sûre que c'est le nom du vent. Si j'avais pas lu ça avant, je pense pas que j'aurais remarqué ce recul. Tu vois. Mais après, oui, bon, ça s'explique. C'est forcément Fitz, qui est beaucoup plus âgé, qui raconte son histoire. C'est un mode de narration qui, d'ailleurs, est, il me semble, différent dans Les Aventuriers de la Mer, de mémoire. Okay. Tu ressens moins, tu vois, ce recul. Tu vois aussi, je pense que la différence entre le nom du vent et l'apprenti assassin, c'est que au début du nom du vent, tu as quand même la perspective de Kvoth qui est actuelle. Genre, tu vois, si tu veux, le présent. Oui, et dans l'apprenti assassin, avant qu'il commence à raconter en fait ce qui est arrivé, c'est vrai. Et dans l'apprenti assassin, t'as pas ce point de vue. Du coup, ça t'établit pas le fait que oui, il est plus âgé, il a de la maturité, il va raconter son histoire. Mais en fait, t'as l'impression. Alors, à part justement, je crois le prologue ou juste le début du premier chapitre où il explique qu'il va raconter son histoire, qui est peut-être un paragraphe, tu te plonges dans une histoire en ayant la perspective d'un jeune garçon, mais sans l'avoir tout à fait, tu vois. Il y a comme pas eu un temps d'adaptation. Faudrait voir dans la suite comment tu le perçois, etc. Donc, d'où l'importance et l'intérêt de faire ces vidéos où on a plusieurs perspectives parce que la mienne n'est pas plus valable que la tienne ou l'inverse, tu vois, c'est vraiment différents points de vue. Ouais, on a eu un ressenti différent et c'est ça qui est intéressant. Sauf que, effectivement, moi, je l'ai lu dans un certain contexte de lecture, toi dans un autre. Ça influe, je pense aussi que la manière dont on aime un livre, dont on le perçoit, dépend aussi beaucoup des lectures antérieures. Oui. Qu'on a pu faire et on le reçoit pas forcément pareil, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. C'est comme, tu vois, par exemple, typiquement, est-ce que, pour faire un parallèle, est-ce que si tu avais lu L'Empire Ultime, Fils des Brumes, après les Archives de Rochard, est-ce que tu l'aurais plus ou moins aimé? Je pense moins.
Mais tu vois, justement, d'où l'intérêt. Bon, parenthèse, Brandon Sanderson. Moi, Elantris est très souvent critiqué comme étant un de ses moins bons livres, mais c'est parce que les gens qui ont lu les archives de Rochard avant Elantris, ils avaient d'autres attentes. Ouais. Tandis que moi, j'ai lu ça comme premier bouquin, après Fils des Brumes et maintenant les archives de Rochard, mais ça monte en puissance, en fait, parce que l'expérience de Sanderson suit en même temps, tu vois. Et moi, tu vois, du coup, selon, et clairement, encore une fois, Brandon Sanderson, si je me suis lancée dedans, c'est de ta faute. J'ai lu Elantris d'abord. J'ai surkiffé ma race Elantris. Vraiment, j'ai adoré. C'était trop bien. Cependant, là, Fils des Brumes, tu vois, j'ai un peu de mal. Ah, ok, ouais. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Mais Elantris, vraiment, j'ai adoré. Parlant justement, il y avait un autre truc. Alors, pour le coup, ça, c'est vraiment une reproche que j'ai et que là, je m'y tiens. C'est le personnage de Royal que j'ai pas du tout aimé. Alors, pas parce que justement, il est présenté un peu comme l'homme prétentieux qui se croit un peu au-dessus de tout le monde, notamment de Fitz et tout ça, mais parce qu'en fait, je l'ai trouvé très, tu sais, méchant pour être méchant. Ouais. Un peu une caricature. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et c'est l'un des personnages que j'ai le moins aimé aussi. Ouais. Et tu vois, le moment où il noie, enfin, je sais plus s'il noie lui ou s'il leur donne quelqu'un de noyer Fitz, mais tu sais, il faisait son discours type, il dévoilait tout son plan machiavélique. Ouais. Et il manquait plus que le rire du méchant, tu sais, genre ouais, c'est vrai. Et on y était, quoi. Il y avait vraiment cette caricature, et là je me suis dit, mince, parce qu'il y a des tellement bons personnages comme Burrich, comme le fou. Le fou, on en reparlera. Qui... Ombre. Ouais, ombre. C'est ombre tombée étoile, normalement. Ok, bah voilà, lui, tu vois, que je me suis dit, c'est dommage que le seul vrai méchant, en tout cas pour le moment, il soit pas aussi bien travaillé, parce qu'en soi, il en veut à Fitz, oui, parce que c'est un bâtard et tout ça, enfin, voilà, tous les préjugés que tu peux y avoir. Mais il faudrait une profondeur un peu plus intéressante. Ouais, c'est vrai que lui, je l'ai pas spécialement aimé. Après, je t'avoue que là, comme ça, je me souviens plus de comment évolue ce personnage dans les tomes suivants, mais il me semble pas que ça change vraiment, tu vois. Il y a toujours un méchant dans l'histoire, tu vois. Mais ouais, bon. Après, est-ce qu'on le voit vraiment énormément? J'ai envie de dire que oui et non. De mémoire, on le voit un peu moins dans les tomes suivants. Mais voilà. Mais heureusement, c'est contrebalancé par d'autres personnages qui sont absolument géniaux et que moi, j'ai énormément aimé, quoi. Et il y a encore juste une scène que j'aimerais mentionner, c'est cette scène terrible, tu sais, où il est, alors je sais plus le nom de la ville maintenant, mais cette ville qui a été forgisée. Oui. Est-ce qu'on dit comme ça? Sur la côte. Ouais. Sur la côte. Oui. Et puis Fitz, tu sais, il y a un moment où il est dans les alentours, puis il voit un groupe de ces personnes-là, puis il l'attaque, et c'était terrible. Alors, maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que j'ai la scène qui me revient en tête. Et moi, je me demande encore quel est le but de ça, de la part de ceux qui sont... De mémoire, je crois que tu en sais plus dans les Aventuriers de la mer. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est les bateaux à la mer, quoi. Ouais. Donc, à suivre. À suivre. Il va falloir que tu continues. C'est bête, hein. Mais oui, effectivement, c'est une scène qui m'a aussi beaucoup marqué. Et maintenant que tu en parles, effectivement, j'ai de nouveau la scène devant les yeux où il arrive, la ville, il me semble qu'elle est à feu, etc. Les gens sont totalement transformés. Et je me souviens que c'est une scène quand même qui est assez sombre, assez noire. Ouais. Ça, je m'en souviens. Je suis très sensible, moi, personnellement, tu sais, à l'ambiance plus ou moins générale. Et je vois plutôt les choses en couleur. Tu vois ce que je veux dire? J'associe les couleurs à certaines scènes et tu vois, typiquement, quand il se retrouve dans la nature, etc., je vais m'en souvenir par une couleur verte, tu vois. C'est totalement bizarre. Peut-être que je suis totalement bizarre et que vous, c'est pas du tout comme ça. Mais moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc, je sais pas. Écoute, moi, je donne des couleurs au jour de la semaine. Pour moi, chaque jour de la semaine a une couleur bien précise. Ah ouais? Ouais. D'accord. On est vendredi. Pour moi, vendredi, c'est orange. D'accord. Tu veux parler? Ok, t'es la première personne qui me dit ça.
Donc, scène très intéressante, je pense la scène la plus lugubre et sombre de l'histoire. Ouais. Et j'ai envie de savoir comment ça va continuer à ce niveau-là, parce que c'est vrai que ça avait l'air d'être un peu comme un virus qui se propage, dans le sens où ça a commencé à arriver dans plusieurs villes côtières. Donc, Ouais, c'est vraiment les raids, entre guillemets, de pirates, quoi. ouais, voilà. Hein, Donc, c'est ça. alors, il y a un truc qui m'a un petit peu perturbée, c'est que l'apprenti assassin. Et moi, j'ai trouvé la scène d'apprentissage très, très... Courte, voilà, très courte. Ouais. On ne sait même pas au final ce qu'il apprend vraiment. C'est vaguement mentionné, des espèces de potions, des espèces de façons d'assassiner les gens, mais ça reste très... Il apprend l'art subtil des poisons, l'art subtil de l'assassinat, le fait, tout ce qu'un assassin doit savoir, le fait d'être discret, de savoir se cacher, etc. Mais moi, en fait, ce que j'ai aimé dans tout ce passage, c'est aussi, tu sais, un peu l'univers. Le fait que dans le château, il soit obligé de passer par des passages secrets pour aller dans la tour où il apprend tout ça, etc. Et il me semble à un moment donné aussi qu'il lui lance comme test d'assassiner, je sais plus, dans la salle du trône, quelqu'un dans la salle du trône à un moment donné. Je suis pas sûre. Alors, attends. Il me Non semble qu'il demande d'assassiner quelqu'un. Non, il lui donne une espèce de mission, mais c'était dans un... Tu sais, c'est quand il voyage justement pour aller dans un autre... Ah, ouais. donner l'ordre au gars de maintenir mieux ses tours de garde, parce que... Et puis là, Ambre, il donne la possibilité à... Enfin, il dit à Fitz, ouais, si tu sens que tu as besoin de l'assassiner pour faire en sorte que ça fonctionne, fais-le. C'est la première fois que tu vas tuer quelqu'un, tu feras la décision sur le moment. Mais il me semble pas qu'il y ait un exercice comme ça qui se fait dans le même je sais plus. château. Moi, tu vois, par exemple, typiquement du château, j'ai encore des images plus ou moins vives. Tu vois, par exemple, des cuisines. Je sais qu'à un moment donné, il passait beaucoup de temps dans les cuisines, etc. Tu sais. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un passage beaucoup plus long, en fait, sur tout son apprentissage. Et c'est vrai que c'est assez rapide dans le livre. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'était vraiment un moment du livre qui était hyper intéressante pour moi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Surtout que c'est les moments les plus excitants en général. C'est quand tu es là, il apprend, il avance. Et puis là, on a quand même appris des choses, on a vu sa perspective. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il s'interroge sur le fait d'assassiner quelqu'un au final. Oui, c'est ça aussi qui est bien, c'est que du coup, Robin Hobb inclut aussi des notions de moralité, en fait, des questions de moralité, et ça aussi, c'est hyper intéressant. Et on peut avoir des doubles lectures, en fait, et c'est ça aussi qui est bien. Donc, mais bon, après, je peux comprendre effectivement que le passage soit assez court et rapide, dans le sens où c'est quand même à la base une trilogie, et elle avait prévu de base de faire toute la vie de Fitz en une trilogie. Ah, alors ça, ouais, ok. Enfin, ou au moins de s'arrêter à un certain point, tu vois. Jusqu'à ce qu'il soit dans la fleur de l'âge, quoi, en gros, dans un sens. Parce que, effectivement, la deuxième époque, tu retrouves Fitz, mais il est quand même déjà âgé, tu vois. Il a une barbe blanche, etc., tu vois. Donc, ok. Non, mais tu vois, il est beaucoup plus âgé. Donc, du coup... Ouais, donc je pense qu'effectivement, en une trilogie, bon, nous, en français, ça nous fait quand même 6 tomes. On se dit, bon, en 6 tomes, voilà. Mais au départ, c'est quand même une trilogie en anglais. Une trilogie, tu peux pas non plus te permettre si tu as beaucoup de sujets à vouloir aborder, beaucoup dans ta tête de complot politique, etc., à mettre en place, et une direction à prendre pour arriver à cette fameuse scène finale dont je te parle depuis le début et que je peux pas te dire parce que tu l'as pas encore lu, ouais, on peut comprendre effectivement qu'elle ne pouvait pas spécialement s'attarder sur ce moment de sa vie en particulier. Et puis, j'ai mentionné Galen parce que là, pour le coup, on passe beaucoup plus de temps sur cet apprentissage du vif. Alors, Galen, qui est un personnage terrible, qui a essayé aussi d'assassiner Fitz à multiples reprises. Je pense qu'on n'a pas assez des doigts des deux mains, tu vois, pour compter le nombre de fois où il a failli se faire assassiner, Fitz. Mais du coup,
on a passé pas mal de temps et ça, j'ai trouvé intéressant justement de voir comment est-ce que ça se faisait, cette histoire du fils Ouais. et Mais c'est des parce que autres je pense qui... que c'est aussi important pour la suite de l'histoire, parce que c'est un élément constitutif en fait de Fitz et de sa capacité entre guillemets, mais c'est obligatoire dans le sens où après ça introduit forcément sa relation aussi avec Œil de Nuit, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, et c'est vraiment une relation qui est très forte justement entre l'homme aussi et l'animal et que j'ai vraiment adoré cette relation. Notamment cette fameuse scène plus tard où c'est Fouineau qui le sauve. Alors de mémoire, je crois que il se fait noyer, Oui, Fitz, il est et noyé, ouais. le chien, tu vois, franchement, j'ai pas relu le livre depuis 14 ans parce que j'ai loupé la lecture commune et je me rappelle de cette scène, mais comme hier, c'est avec Fitz qui se noie du coup dans un bassin, il me semble. Je sais plus qui voulait le tuer. Comment il s'appelle? C'est royal. Oui, voilà, par Royal. Et Fouineau qui arrive et qui le tire en fait à l'extérieur pour le sauver et qui au final c'est Fouineau qui meurt, tu vois. Et Oui. ça c'est cette scène qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Les humains, je m'en fous. Les humains, je m'en fous dans les récits, voilà. Mais les animaux, non, pas touche. Ah non, Ok. mais terrible. Et puis je crois que justement, il lui donne, via le vif, il lui donne la force de rester en vie, si j'ai bien compris, Ouais. dans ce dernier bout. Et c'est ça qui, au final, tue. Cette scène, elle est tellement triste, quoi. Elle Sur le est... moment, sur le moment, je me et, suis dit, j'aurais préféré que ce soit Fitz, quoi, qui et meurt. tu vois, cette scène, même 14 ans après, je m'en souviens et je me revois exactement dans la position dans mon lit, la position que j'avais, etc., la manière dont j'ai pleuré, ce que j'ai pensé à ce moment-là. Et même 14 ans après, je m'en souviens. Donc pour dire que vraiment Robin Hobb, il y a certaines scènes, elle les écrit trop bien quoi. Je parlais aussi c'est du personnage du fou qui m'a énormément plu, Ouais. qui est totalement à moitié guitaré, hein, faut le dire. C'est vraiment un personnage ultra énigmatique. On se demande le pourquoi du comment, mais d'où il vient, pourquoi il a la peau si blanche, et il est génial. Et en fait, en réalité, c'est qu'il œuvre dans l'ombre et qu'il connaît plein de secrets. Et il les dévoile petit à petit à Fitz tout au long de la saga. Et pour vous dire à quel point c'est un personnage qui est vraiment emblématique, je rappelle quand même que, donc, du coup, on a la première époque, la deuxième époque, et ce qui est considéré comme la troisième époque, c'est la toute dernière série de Robin Hobb, qui est Le Fou et l'Assassin. Oui. Il y a le fou dedans, tu vois. Mais Il revient tout le temps. le fou, c'est un personnage super intriguant. Et, alors, tu sais, j'ai vu une espèce de fan art ou de. Bon, bref, Ouais. représenter le fou, puis c'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Donc, j'étais très surprise. Donc, même au niveau de son apparence, c'est quelqu'un de très mystérieux. Il est extrêmement mystérieux et en Ouais. fait, tu verras au fur et à mesure, mais tu te rends compte que tu peux pas vraiment le classer soit du côté du bien ou du côté du mal, tu vois. Ouais. C'est un personnage qui est extrêmement ambivalent et tu sais pas réellement ce qu'il veut et tu sais pas réellement si il veut le bien de Fitz ou s'il veut le mal pour Fitz, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'il lui parle en énigme et tout, donc il n'y a jamais rien de vraiment clair. C'est un peu le père Fouras de l'Assassin Royal, quoi. Surtout que ça va bien, tu sais, avec l'ambiance et tout. Oui. Bah écoute, pour résumer un petit peu ce que j'en pense, ben, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Il y a plein de choses que j'ai aimées. Bon, quelques petites choses que j'ai un peu moins aimées, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va vraiment s'améliorer et puis monter en puissance. Et ouais, tu vois, tout ce qu'on a discuté là, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué quand même. Donc, c'est pas comme si c'était une lecture sur laquelle j'ai passé rapidement, puis voilà, ça m'est sorti de la tête, tu vois. Oui, il y a quand même des choses, malgré des points négatifs, tu as quand même pas mal de points positifs au final. Oui. Et tu as des choses qui t'ont marqué. Je veux dire, ça arrive souvent, parfois, qu'on lise des livres et qu'il n'y a rien qui nous marque spécifiquement, en fait. Donc tu vois, c'est que quelque part, ça t'a touché aussi. Et ça t'a impacté, tu vois, dans un sens. Ouais. Donc, le job, jusqu'à présent, de Robin Hobb, il est rempli, tu vois. Il est rempli, il est clairement rempli. En tout cas, ça m'a intriguée. Et comme tu l'as dit, j'ai plus de positifs que de négatifs au final. Donc, ouais, j'ai hâte. Voilà, t'en as beaucoup à lire, hein, comme tu vois, là, Oui, il en manque.
Il en manque, mais bon, il y a de quoi faire. Ça me fait pas Hein. peur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bah, écoutez, si vous avez lu déjà l'Assassin Royal, eh bien, n'hésitez pas à commenter, réagir à ce qu'on a dit, ou bien tout simplement nous dire ce que vous avez aimé, si vous avez peut-être lu les autres tomes, comment ça évolue, enfin, juste venez échanger et allez suivre, si vous le souhaitez, Émilie sur sa page Instagram, parce que Même si je poste pas souvent, c'est hein. pas Mon grave. rythme de lecture a quand même vachement baissé ces dernières années, donc mais bon, vous êtes C'est toujours les bienvenus pour venir discuter avec moi, même en c'est DM ça. sur Insta, ça y a pas de souci. C'est notre experte Robin Hood, donc Il n'y a pas que ça que j'ai lu, hein, mais bon, non, 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 mais effectivement. c'est quand même ta série chouchoute. Donc, Bah, je pense clairement de tout ce que j'ai lu en termes d'auteur, etc. C'est l'auteur, enfin l'autrice pour laquelle j'ai lu le plus d'œuvres. Parce que forcément, j'ai pas lu que ça. Là, je te parle de sa série Dans le monde des Six-Duchés, mais derrière, elle a aussi écrit Le Dieu dans l'ombre, qui a un style totalement différent que j'ai adoré. Le Peuple des Reines, qui est Vendienne, tu vois. Enfin, tout ça, je les ai lus, tu vois. bah, tu vois, experte. C'est juste mon autrice préférée, c'est tout. Donc, eh bien, si vous le souhaitez, allez me suivre sur Instagram, allez suivre Émilie sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce format-là parce que personnellement, j'adore. Je trouve que c'est assez différent et puis, comme je l'ai dit, ça permet d'amener des perspectives différentes, donc c'est assez cool. Et bien sûr, on vous fait plein de bisous, hein, Émilie. Et on vous dit à très bientôt. Bye! Bye bye!